Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Désunion européenne. Le thème de cette année montre les problèmes de proximité et de symétrie entre les régimes des différents États membres. Chaque pays européen définit ses priorités budgétaires au risque de décalage conjoncturel et d'un manque de cohérence. La fiscalité est au cœur de ce problème. Faut-il favoriser une fiscalité nationale ou avantager une fiscalité européenne ? C'est donc tout naturellement que l'interrogation de notre discussion se pose. L'Europe protège-t-elle les riches ? Le défi de l'évasion fiscale. Pour cela, nous recevons deux invités de marque. Tout d'abord, M. Gouin a une formation en droit à Lyon et un master en business international et fiscalité à la Sorbonne. Après être passé par plusieurs entreprises, il devient avocat d'affaires à Paris. Il est aussi partenaire rédacteur sur Do You Tax Network, une association de fiscalité importante. Notre second invité de cette discussion, M. Vincent Piolet, docteur en géopolitique à l'Université Paris 8, a travaillé successivement pour les entreprises internationales ayant payé des amendes conséquentes au DOJ, et il travaille pour que cela ne se renouvelle pas. Son livre, Paradis fiscaux, enjeux géopolitiques, sera disponible cette semaine aux éditions Technip. Il a remporté le prix du meilleur livre de géopolitique au Festival de Grenoble en 2016. Pour commencer, finalement, qu'est-ce qu'être riche ? Je pense que tout d'abord, il faut bien définir la notion au cœur de notre sujet. Pour cela, je laisse la parole à M. Piolet. Merci. Bonjour tout le monde. Donc quand j'ai vu le sujet, forcément, ça interroge sur différentes notions. J'ai pris le parti pris de définir notamment est-ce que les riches, donc l'Europe protège-t-elle les riches ? De quels riches parle-t-on ? J'ai pris le parti pris non pas de rentrer dans une analyse peut-être d'études de classe sociologique sur le riche avec un patrimoine, un certain capital, mais j'ai pris la décision de plutôt le définir comme le puissant qui arrive à dissimuler des capitaux pour notamment élargir cette notion-là, non pas uniquement à un particulier qui pourrait dissimuler des avoirs, mais également aussi à des grandes entreprises, à des puissances qui ont les moyens de dissimuler ces capitaux-là. Après, quel est l'ordre d'importance ces montants dissimulés quand on parle d'évasion fiscale notamment ? Il y a l'étude de Gabriel Zucman, La richesse cachée des nations, qui fait une analyse sur tout ce qui est balance de paiement entre États et il remarque certains trous dans ces balances. Et il arrive à différentes conclusions, dont je vous convie d'ailleurs à lire l'ouvrage, où on a à peu près 300 milliards d'euros de dissimulés pour des ménages. Pour la France, cet ordre de grandeur est pour la France, donc vous pouvez à peu près l'extrapoler ensuite pour l'Europe, et à peu près entre 300 et 400 pour les grandes entreprises. On est sur donc environ une perte sèche de rentrée fiscale de l'ordre de 40 milliards à peu près par an. Mais ces statistiques-là sont toujours assez difficiles à établir. Donc moi, je me base sur ces travaux-là, sur donc un ordre, sur une perte annuelle de 40 milliards. Et Antoine, tu peux peut-être compléter aussi. Bonjour à tous. En effet, il y a un réel enjeu d'évaluation des avoirs dissimulés à l'étranger et de la perte fiscale, puisque par nature, ces avoirs sont dissimulés. Et j'ai d'autres chiffres. Moi, j'ai des chiffres du syndicat de la DGFiP. Pour 2018, ils estiment une perte en impôts de 80 milliards à 100 milliards. Alors, ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, puisque pour évaluer ça, ils se basent sur des contrôles réalisés. Et ils tirent une extrapolation en disant sur tant de contrôles, il y a tant d'avoirs dissimulés à l'étranger. Et cette extrapolation, en réalité, est bien erronée, puisqu'elle est réalisée sur un panel représentant une plus grande partie de fraudeurs que des personnes qui ne fraudent pas, puisque par nature, l'administration va chercher à dénicher l'écureuil cachotier de noisettes à l'étranger. Ensuite, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des secrets bancaires et des secrets fiduciaires avec les trusts, Monsieur Piolet ? Oui, parce qu'à partir du moment où on parle donc est-ce que l'Europe protège les riches, il faut aussi un petit peu revenir dans l'histoire
Et qu'est-ce que protéger les riches, notamment dissimuler des avoirs, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a un petit peu inventé ces différents concepts? Donc en gros, il y a deux concepts de secret. On a le secret bancaire et le secret fiduciaire, dont je laisserai ensuite développer par Antoine. Mais je vais vous parler du secret bancaire, cette origine, où on a des aspects géopolitiques assez intéressants. Le secret bancaire est partout, de fait, bien entendu. Vous avez un secret bancaire en France, mais avec des sanctions civiles si vous ne le respectez pas. L'intérêt majeur qui apparaît dans les années 30, c'est que la Suisse va imposer des sanctions pénales. Donc on va avoir un secret bancaire très strict et qui va être respecté, qui va être verrouillé. Et où c'est intéressant, donc cher aussi à ma formation en géopolitique et à l'étude des représentations, c'est que ce secret bancaire suisse a été vendu sur une représentation de la défense des citoyens juifs en Allemagne pour protéger leurs avoirs. On est dans les années 30. Alors que, après examen des faits, et suite notamment au scandale des biens, des avoirs qui étaient dissimulés dans les années 90 et qui n'étaient pas restitués, on a pu voir qu'il y avait eu 3 enjeux qui ont créé ce secret bancaire suisse, notamment le premier qui était vraiment au niveau local dans les différents cantons suisses, où certains cantons avaient un gouvernement, une autorité qui avait plutôt une tendance socialiste et qui voulait imposer plus ces capitaux-là. Donc le milieu bancaire a décidé de faire une loi fédérale pour pouvoir bloquer tout dévoilement de capitaux et verrouiller le secret bancaire. Ensuite, on a eu un niveau, ensuite local, un niveau national. On est dans les années 30, après la crise de 29, la principale banque suisse a pratiquement entraîné le système financier suisse en faillite totale. Et donc le pouvoir suisse a voulu réglementer les banques. Et pour pouvoir le faire, est entré dans la négociation des règles prudentielles qui ont été ajoutées, mais en contrepartie, les milieux bancaires suisses ont réussi à obtenir de la part de la loi le secret bancaire qui soit institué au niveau fédéral. Donc encore une fois, pour verrouiller les cantons et verrouiller au niveau fédéral. Et le troisième niveau d'analyse a été au niveau international, avec le scandale de la Banque commerciale de Bâle à Paris en France, où on a découvert que de riches particuliers avaient dissimulé des avoirs en Suisse. Suite à une perquisition à Paris de la filiale suisse, on a pu voir donc, que la Suisse dissimulait ses avoirs. Et tout de suite, donc la France a mis une forte pression pour connaître ces personnes, la totalité. Et donc là encore, la Suisse, sous une pression là plutôt donc au niveau international, a décidé de verrouiller encore une fois par la loi pour pouvoir protéger donc son marché de gestion de capitaux, qui était une activité vitale à cette époque pour la Suisse. Donc on a dès le début ce secret bancaire créé par la Suisse sur des représentations erronées, donc pour la protection des citoyens juifs allemands, donc ce qui était totalement faux. Après, par la suite, ce secret bancaire-là est adopté partout dans le monde, dans plusieurs paradis fiscaux. Ça va commencer par le Luxembourg, par le Liechtenstein, et puis après, bien entendu, les différentes îles caribéennes. Et cela, après, il y a un deuxième verrou de secret, donc je vais laisser Antoine discuter, qui est plutôt côté anglo-saxon, côté Angleterre. Oui, alors récemment, vous avez tous entendu parler de l'affaire des trusts de Johnny Hallyday. En fait, il s'agit de trust, qui est une notion de droit anglais qui n'existait pas en France avant la loi du 29 juillet 2011, qui est entrée en vigueur le 31 juillet 2011. Et un trust est une sorte de structure établie à l'étranger, dans laquelle le constituant va transmettre tous ses avoirs. Ça peut être aussi bien des portefeuilles titres que de l'immobilier. Et il va désigner un trustee, quelqu'un qui va gérer le trust, son patrimoine à sa place. Il se sépare en fait de son patrimoine, et le patrimoine appartient à cette structure. Le trustee la gère, mais n'a pas le droit d'y toucher. Le trust va permettre donc, dans les cas de succession,
parfois d'éviter de payer des droits de succession. C'était le cas de l'affaire Wildenstein, dans laquelle plus de 500 millions d'euros d'avoirs avaient été dissimulés à travers des trusts. Et lors du décès du constituant en 2002, la totalité était transférée aux bénéficiaires. Et lors du décès d'un des bénéficiaires en 2008, la part qui lui revenait était transférée à ses héritiers. Et en 2017, nous avons eu un jugement du tribunal de 88 pages qui venait presque s'excuser auprès du peuple français, au nom duquel il rend sa décision, en disant « Je sais, moi, tribunal, que je vais rendre une décision qui sera incomprise du peuple, mais malheureusement, en 2002 et en 2008, il n'y avait pas de texte permettant d'imposer les trusts au moment des décès. Donc, depuis 2011, l'affaire est réglée. Mais avant, donc, l'intégralité des droits qui auraient dû être supportés dans cette affaire Wildenstein, qui est bien plus importante que dans l'affaire Johnny Hallyday, ont été en quelque sorte relaxés d'un point de vue pénal. Je pense que ça. Alors, on a tous entendu parler des paradis fiscaux, mais quels sont les enjeux politiques des listes de paradis fiscaux ? Quand on parle de l'Europe et notamment des paradis fiscaux, donc on a tous en tête certains États, mais il est important de revenir sur ces fameuses listes que vous avez peut-être entendu parler, liste de l'OCDE, liste de l'Union européenne, parce qu'à partir du moment où une institution émet une liste, il se place en légitimité pour définir ce qui est un territoire, un paradis fiscal, ce qui n'est pas. Et bien entendu, on est dans des luttes, dans des rivalités de pouvoir entre États qui sont assez fortes. Je vais vous donner juste quelques exemples. Les premières listes, suite à la crise de 2008, où on a ordonné en gros à l'OCDE de faire le ménage, il fallait pointer, ostraciser le paradis fiscal, il fallait le mettre à la vindicte populaire. Sauf que forcément l'OCDE, qui est une organisation qui dépend des plus grandes puissances, ne pouvait pas dénoncer certains territoires pour lesquels il avait certaines complicités, et on aboutit à une situation ubuesque où les paradis fiscaux, en gros les trous noirs de la finance mondiale, l'opprobre doit être jeté sur eux. Ça a été l'Uruguay, la Malaisie, le Costa Rica et les Philippines. Donc inutile d'être un expert pour savoir que ces 4 États-là, en termes de poids géopolitique, sont très faibles et qu'on a évité les îles Vierges britanniques, Hong Kong, Singapour, le Luxembourg, Jersey, etc. Et actuellement même, l'OCDE, la liste a été même revue à jour. On l'a demandé de revoir la copie. Et actuellement, le seul pays au monde où donc tout le monde devrait s'offusquer, c'est Trinidad et Tobago. Donc encore une fois, on arrive un peu à une liste, à une certaine farce sur ce critère. Mais on est là avec une institution qui se pose légitime pour dire ce qu'est un paradis fiscal. Donc l'Union européenne, derrière, a voulu également commencer à faire sa liste, mais de la même façon, elle est tombée dans ses travers. Il a été difficile, par exemple, dernièrement, il y a 2 listes avec l'Union européenne. Enfin, il devait y avoir 2 listes. La première sur les paradis fiscaux et la deuxième sur les pays qui blanchissent de l'argent, qui ont un système financier qui blanchisse de l'argent. Avant-hier, cette liste-là a finalement été abandonnée parce qu'elle dénonçait, certains États européens voulaient dénoncer notamment l'Arabie saoudite et des territoires sous domination américaine, comme les îles Vierges américaines, Guam. Et le GAFI, qui est donc une organisation qui s'occupe via l'OCDE, a demandé à l'Europe de ne pas émettre une telle liste, qu'elle avait le monopole de cette liste-là, et la liste du GAFI, donc qui dépend de l'OCDE, mais en fait qui est dirigée par les États-Unis, pour le blanchiment d'argent. Quels sont les grands pays qui blanchissent de l'argent? Encore une fois, on tombe dans une certaine farce, c'est l'Iran et la Corée du Nord. Donc si vous voulez blanchir de l'argent, normalement vous n'allez pas en Iran ou en Corée du Nord, vous essayez d'aller dans des endroits où vous pouvez déjà sortir l'argent, mais on est sous une grande pression de la part des Américains. Et à côté de ça, donc, il y a la liste des paradis fiscaux européennes, où là, les Européens ont commencé à dire bon, on va faire notre liste pour nous aussi avoir notre légitimité de définir ce qui est un paradis fiscal. Sauf que ça a été une usine à gaz. On a recoupé toutes les listes de tous les pays. On est arrivé à 90 pays, donc un pays sur 2 était censé être un paradis fiscal. Ça devenait un peu n'importe quoi.
On a réduit cette liste-là et on a émis certains critères. Et sur ces critères-là, bien malheureusement, dans cette liste de pays, il en manquait certains qui faisaient partie de l'Union européenne. Certaines ONG ont dit nous, on va appliquer vos critères, mais on ne va pas les appliquer qu'uniquement aux pays extérieurs, mais aussi aux pays de l'Union européenne. Et on s'est rendu compte que les Pays-Bas, l'Irlande, Malte et le Luxembourg apparaissaient comme paradis fiscal selon les propres critères de l'Union européenne. Mais comme l'Union européenne, à l'instar de l'OCDE, ne va pas se tirer une balle dans le pied, a bien entendu évité de mentionner ces territoires. Donc là encore, on est sur une liste dont la légitimité est à prendre avec beaucoup de pincettes. Elle est à prendre avec des pincettes, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de sanctions liées aux pays présents sur cette liste de l'Union européenne, il me semble. En tout cas, en fiscalité, il n'y en a pas. Peut-être en des obligations déclaratives pour les banques, certainement. En revanche, en France, nous avons les États et territoires non coopératifs qui, lorsqu'ils sont cités et listés dans cette catégorie, il existe de réelles implications concrètes. Par exemple, lorsqu'un paiement est effectué par une société française à une société listée dans cette catégorie, ce paiement, s'il n'est pas justifié par une opération économique réelle, ne sera pas déductible du résultat de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va venir imposer, quand bien même l'entreprise a payé une facture à une société établie dans un tel état. De la même façon, si cette relation économique n'est pas justifiée, n'est pas réelle, l'entreprise française qui va effectuer ce paiement sera redevable et responsable d'effectuer une retenue à la source de 75% du montant du paiement. Et donc c'est une réelle obligation, une réelle responsabilité pesant sur l'entreprise française pour être sûr et certain que la contrepartie du paiement réalisé dans une société présente dans un État listé soit réelle, de façon à éviter à ce qu'il y ait une évasion de la base d'imposition dans ces États. Je pense que c'est... Donc merci pour ces éclaircissements. Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu la notion de ruling et nous donner des exemples tels que le sandwich irlandais ou encore des exemples sur le Luxembourg, s'il vous plaît? Alors, je peux en effet, je risque de me perdre dans une discussion de 3 heures, puisque c'est très large et très complexe. Je vais essayer d'expliquer rapidement. Un ruling, ça existe dans tous les États, en France aussi, on en pratique, ça s'appelle un rescrit fiscal. Ça permet d'aller voir l'administration fiscale et de leur demander, voilà, ma situation aujourd'hui, je réalise telle prestation de service, je ne suis pas sûr que cette prestation de service soit, par exemple, exonérée de TVA dans le cadre d'une activité bancaire, ou au contraire soit considérée comme une prestation de service de conseil et donc assujettie à TVA. Donc on va voir l'administration fiscale et on leur dit « Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord avec notre analyse ?» Et on vient donner un cadre juridique certifié, ferme, et sécuritaire pour l'entreprise. Et comme ça, elle peut réaliser ses opérations sans crainte de me dire « Ah, est-ce que je risque de me soumettre ou non à la TVA ?» Ce qui s'est passé avec d'autres États européens notamment, c'était de prendre le ruling et au lieu de certifier et de donner une sécurité juridique à l'opération, c'est d'aller voir l'administration fiscale et de leur dire voilà, aujourd'hui, je vais avoir un revenu de 100 et je propose à l'administration fiscale de reverser 25%, par exemple, à une société établie dans un autre État, au titre d'une redevance de marque, de concession de licence. 25% est un taux défini arbitrairement. Si le ruling avec l'administration fiscale pose son tampon, elle va pouvoir derrière recevoir ses revenus et faire partir 25% sans retenue à la source, déductible de ses impôts, dans un autre État. Voilà l'exemple du ruling qui était pratiqué à l'époque. Je dis à l'époque puisque depuis 2013, l'OCDE a prévu un projet qui s'appelle Anti-BEPS qui permet une liste de 15 actions évitant de soustraire à l'impôt le revenu. Et dans ces actions, nous avons notamment les prix de transfert, nous avons l'interdiction d'utiliser de façon abusive ces rulings et encore d'autres situations un peu plus techniques comme étant considérées par exemple pour une société française qui est financée par une société du Luxembourg, de devoir payer des intérêts au Luxembourg, et au Luxembourg, ces intérêts puissent être considérés comme des dividendes. C'est un peu technique, mais voilà, ce sont tous ces outils-là que le projet OCDE a mis normalement, jusqu'à présent, un terme à cette pratique pour les rulings.
Donc il y a l'usage des rulings, et il y a l'usage de la propriété intellectuelle. Donc avec cette notion de redevance, j'utilise aujourd'hui la marque Amazon, la redevance, la société Amazon US concède sa marque d'exploitation, par exemple une société hollandaise, et donc Amazon Luxembourg va reverser des redevances à la société hollandaise. Voilà différentes techniques, et aujourd'hui, tout ça est limité par ce qu'on appelle le prix de transfert. Le prix de transfert, c'est de se dire, si je suis une société indépendante et je veux utiliser la marque Amazon, combien ça me coûterait ? Ça permet de venir limiter le taux de la redevance, par exemple, en évitant que cette redevance soit définie de façon arbitraire et certifiée par l'administration fiscale. Et je voudrais compléter sur les aspects techniques que cite Antoine, qui montrent en fait par divers moyens comment soustraire certains montants à l'impôt. Ce qui est intéressant, c'est que on a eu différentes affaires dans les médias, dans la presse. Vous avez pu voir les LuxLeaks, les Paradise Papers, les Panama Papers, les Malta Files, etc. Et on a donc dû attendre ces révélations, notamment pour les LuxLeaks, pour se rendre compte que quand vous étiez une grosse société, vous étiez Amazon, au lieu de payer, je sais pas, donc 30%, comme expliquait Antoine avec les différents récrits fiscaux, les rulings, vous ne payez que 4-5%. Ce coup de tampon-là, qui était donné notamment par Jean-Claude Juncker, qui après était à la Commission européenne et explique qu'il va lutter contre les paradis fiscaux, alors qu'il était lui-même le premier à en tirer profit. Ce qui est intéressant, c'est que ces révélations-là, on a dû attendre ces révélations par des lanceurs d'alerte pour qu'il y ait une action politique qui vienne ensuite. Alors que bien avant, tous ces systèmes-là étaient connus, étaient légaux pour la plupart, mais il a fallu quelques lanceurs d'alerte pour que la pression de l'opinion publique puisse avoir un impact. Et ce qui est aussi intéressant pour toujours lier le fil avec la géopolitique, c'est que toutes ces révélations-là ne sont pas non plus anodines. Certains sont des lanceurs d'alerte de bonne foi. Parfois, on peut se poser un petit peu la question, notamment sur les Malta Files, donc une révélation, encore une fois, sur des sociétés à Malte qui payent pratiquement aucun impôt. Sauf que cette révélation-là a été faite par une citoyenne russe, très proche du pouvoir russe, au moment où le pouvoir maltais refusait le ravitaillement des navires russes dans le cadre de ces opérations en Syrie. Et Malte était une des îles, un des ports, un des seuls points pour les navires russes pour ce ravitaillement-là. Le pouvoir en place de Muscat à Malte a voulu mettre un frein à ces ravitaillements-là. Et à ce moment-là est tombé donc ces Malta Files qui désignent nommément Muscat, donc qui était le Premier ministre maltais, pour le mettre en difficulté au niveau politique. Et donc, par la suite, après cette révélation-là, on ne l'a pas su sur le moment, mais on a vu que le lanceur d'alerte, la personne qui a lancé l'alerte, était très proche donc, du pouvoir russe. Et on est donc dans une configuration totalement différente des LuxLeaks, où là, on a quelqu'un qui travaille dans un cabinet de conseil, qui prend sa petite clé USB, qui fait une copie et qui la donne à des journalistes, parce qu'il veut agir avec une certaine idée de la morale et de l'éthique. Alors que quand on est à Malte, donc c'est parfois dans cette analyse de l'information et de ces fuites, il faut aussi parfois toujours avoir un regard sur à qui profite un petit peu le crime quand il profite. Je vais revenir un peu sur l'évasion avec le transfert d'argent dans les paradis fiscaux. Parce qu'on peut légitimement se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de cet argent une fois qu'il est situé aux îles Caïmans ? Que vont faire les entreprises avec ce stock disponible ? Alors, ils peuvent parfois réinvestir, c'est plutôt rare. En revanche, ce qu'ils font souvent, ce sont les sociétés américaines, ils attendent ce qu'on appelle un congé fiscal accordé par un président des États-Unis. Le dernier a été réalisé par Trump il y a quelques mois. Et lors de ce congé fiscal, le président va dire « Chères entreprises, vous disposez de 3 000 milliards d'avoirs, de liquidités dans ces sociétés offshore. Je vous propose de les rapatrier avec un taux d'imposition ramené à 5%, à 7%. » Et l'idée étant justifiée auprès de la population de dire que cet argent remonté va être réinvesti directement dans l'économie.
avec le recul, on s'est aperçu que les 2 derniers congés fiscaux accordés par les États-Unis, l'argent a en effet été remonté, alors pour une partie. Le dernier, on parle seulement de 500 milliards, non pas de 3000 milliards. Donc une grande partie est restée dans les sociétés offshore. En revanche, cet argent a été redistribué aux actionnaires, mais n'a pas été réinvesti dans l'économie locale américaine. Donc c'était une justification certainement bien erronée pour permettre à des personnes de récupérer et de remonter avec un taux effectif d'imposition réduit. Alors après s'être intéressé à l'Europe, au monde, intéressons-nous à la France. Comment la France protège-t-elle les riches, notamment à travers la loi Sapin II, Monsieur Piolet? Alors là, on va rentrer un peu dans des considérations entre la légalité, la moralité, l'éthique. Donc la loi Sapin II qui avait, en termes de fraude, de corruption, qui avait des éléments très louables, mais parfois on est tombé dans certaines contradictions, notamment avec j'ai plus le nom, c'est la convention judiciaire d'intérêt public, inspirée du droit anglo-saxon. En gros, c'est le plaidé coupable, c'est-à-dire vous vous faites prendre la main dans le sac, vous fraudez le fisc, au lieu d'avoir un procès, vous négociez l'amende et vous repartez tranquillement. Donc c'est une notion assez particulière. Si vous allez voler une voiture, vous vous faites prendre, normalement vous passez un procès et vous avez volé une voiture, alors que là, dans ce cas-là, c'est vous vous faites prendre en ayant volé cette voiture, mais vous dites « Ah, mais en fait, je peux la payer si vous voulez, on peut s'arranger ». Donc c'est une notion assez particulière, mais qui rejoint un certain pragmatisme. C'est-à-dire que celui qui va voler la voiture aura des soucis. Par contre, celui qui va frauder le fisc pour plusieurs millions, voire milliards, va pouvoir négocier et ne pas passer par la case procès. Et c'est justifié par le fait que, sous l'autel du pragmatisme et de pouvoir éviter un procès long et avoir un dédommagement immédiat, donc on va sacrifier cet aspect moral qui est la punition et le procès et la sanction. Certaines entreprises l'ont bien comprise. HSBC a donc payé, a été la première société en France qui s'est fait prendre donc, sur de la fraude fiscale, sur du blanchiment de fraude fiscale. Elle a préféré donc payer 400 millions d'euros plutôt que d'aller au procès. Je pense que ça a été une bonne solution parce qu'on a vu il y a quelques semaines, UBS n'a pas voulu négocier et est allé au procès. Résultat, ils se sont pris 4,5 milliards d'amende. Donc il suffit maintenant, encore une fois, de ne pas être un grand juriste de haut niveau pour vite comprendre que négocier, ça va vite, ça va rapporter beaucoup plus que d'aller directement au procès. Mais là, après, on rentre dans une question qui est est-ce que la personne qui a fait une faute, donc finalement, n'est pas punie et peut juste négocier son innocence en quelque sorte. Merci beaucoup. Donc tout ça nous montre bien que chaque pays de l'Union européenne a sa propre gestion de la fiscalité. Or, vous nous avez montré les limites un petit peu de ce système. Aujourd'hui, quelles sont les solutions? Est-ce qu'on va abandonner le projet de l'Union européenne fiscalement ou plus l'harmoniser? Alors, abandonner le projet de l'Union européenne, certainement pas. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne reste l'outil le plus efficace et garant de notre paix aujourd'hui et garant également de nos libertés, de circulation, d'établissement. Aller vers une harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne non plus, puisque la fiscalité, la souveraineté fiscale est un enjeu majeur de chaque État, qui va permettre d'allouer son budget aux différents services qu'il propose. L'État est en quelque sorte une entreprise dans laquelle nous, en tant que contribuables, nous allons payer nos impôts et en contrepartie, nous avons le droit à un accès à l'éducation, à la santé, aux autoroutes. Voilà. Tout ceci fonctionne plus ou moins bien. Et voilà, c'est chaque État qui doit déterminer sa politique fiscale. L'harmonisation, en revanche, peut passer par un traitement des situations égales dans des situations équivalentes. Une société française qui va investir en France et donc qui va créer des filiales pour générer son chiffre d'affaires sur le marché français, qui va également créer une société en Allemagne par exemple,
les bénéfices qui vont remonter de la structure allemande à la société mère française doivent être traités de la même façon que si c'était une société française qui remonte ses bénéfices à la société mère. L'harmonisation fiscale européenne doit passer par créer un niveau d'égalité entre États dans le traitement fiscal. En revanche, sur le taux d'imposition, à mon avis, ça n'a pas grand sens dans la mesure où chaque État ne propose pas les mêmes services. Moi j'aurais plutôt, en termes de possibilité de remédier à ces problèmes-là, sans même passer par une loi, par une administration, par l'Union européenne, mais plutôt passer par le contrôle du citoyen avec une règle toute simple que de nombreuses personnes demandent, qui est le reporting pays par pays notamment. En gros, si vous êtes une grosse société et que vous devez dévoiler publiquement le chiffre d'affaires dans chacun des pays où vous êtes installé et les impôts que vous payez dans chacun des pays, si vous le rendez cette donnée publique, le public et notamment donc les actionnaires, vu qu'on est dans un système où donc les actionnaires contrôlent certaines grandes entreprises, elles vont vite comprendre que si vous faites 100 de chiffre d'affaires et que vous payez 0,1 en France d'impôts et que vous faites 1 de chiffre d'affaires à Malte et que vous payez tout votre impôt est concentré à Malte. Donc à partir du moment où vous faites ce reporting pays par pays, tout sera transparent. Tout le monde pourra juger sur pièce que l'imposition n'est pas là où l'activité est réalisée. Sauf que actuellement, cette mesure-là, étant donné que ce serait une mesure de transparence qui aurait des impacts aussi en termes commerciaux, on est encore dans l'application de ce reporting pays par pays qui va petit à petit se faire, mais encore une fois, on est dans des rivalités entre différents États. Si vous le faites en Europe, en France, vous ne le faites pas aux États-Unis, vous pénalisez certaines entreprises et pas d'autres, parce que vous dévoilez des informations stratégiques. Mais moi, je pense que c'est via l'opinion publique, via les citoyens, qu'il peut y avoir une forme de pression pour avoir une meilleure régulation de ces mouvements financiers. Il est venu alors le temps des questions, un temps plus large pour vous, pour avoir des explications sur des explications tant techniques ou pas. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ah oui, ok. Oui, là, juste devant. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous pensez des réglementations type FATCA et aussi, du coup, en Europe, avec l'OCDE, de Common Reporting Standard, si vous connaissez ces réglementations qui visent justement à lutter contre l'évasion fiscale. Moi, sur le FATCA, j'ai pas mal étudié le règlement FATCA, en fait, qui est l'extraterritorialité donc, du droit américain via l'imposition donc, de ces normes, de ces règles. Donc on est dans un cas de soft power classique, où en gros les Américains vont dire avec ce règlement FATCA, si vous voulez vous installer aux États-Unis, vous êtes une banque, vous devez nous dire la liste de tous les citoyens américains que vous avez dans toutes les filiales partout dans le monde. C'est comme ça qu'ils ont tué le secret bancaire suisse. À partir du moment où une banque suisse voulait s'installer sur le territoire américain, elle devait donner la liste de tous les citoyens américains. Donc ce règlement FATCA, en termes d'évasion fiscale, ça a été surtout un bon moyen pour les Américains de récupérer des rentrées fiscales dès lors qu'elles concernaient les citoyens américains, sauf que les États-Unis refusent la contrepartie, c'est-à-dire de dévoiler l'identité, notamment des personnes qui ont des trusts dans le Delaware, vis-à-vis des administrations françaises, anglaises, etc. Elle refuse l'échange d'informations bancaires également. Là, encore une fois, quand je vous parlais de la liste de l'Union européenne des paradis fiscaux, un des 3 critères, c'est l'échange automatique des informations bancaires. Et à partir de là, ils ont fait une liste. Sauf qu'ils ont oublié un pays principal, qui est les États-Unis, qui refuse cet échange bancaire. Donc d'emblée, déjà dans la liste, ils ont retiré les pays européens, ils ont retiré les États-Unis, ils ont retiré aussi la Russie, pour ne pas se fâcher avec tout le monde.
pour aboutir à quelques îles et quelques pays qui n'ont pas grand intérêt. Donc le règlement FATCA, là encore, c'est une bonne communication à bon compte pour dire on lutte contre l'évasion fiscale vis-à-vis des citoyens américains. Par contre, si vous avez des avoirs à dissimuler, venez dans le Wyoming, venez dans le Delaware, vous êtes étranger, et on va rapatrier tous ces fonds. Et donc ça va ramener certains flux vers les États-Unis, sachant que les États-Unis, eux, ne communiqueront jamais ces informations-là à des pays tiers, sauf commission rogatoire internationale, etc. En revanche, l'échange automatique des informations bancaires est très efficace. Ne vous amusez pas à ne pas déclarer un compte à l'étranger, puisque on le voit en ce moment, il y a eu en 2013 la circulaire Cazeneuve qui permettait de régulariser les avoirs à l'étranger. À travers cette circulaire, nous établissons des déclarations rectificatives qui permettaient à l'État français de venir imposer tous les résultats, tous les revenus qui n'avaient pas été déclarés, et puis également à l'ISF, de venir chercher l'ISF qui n'avait pas été payé. Et ça permettait en plus de pouvoir négocier avec l'administration fiscale, d'éviter des majorations allant jusqu'à 80% de l'impôt. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, cette circulaire Cazeneuve est terminée, c'est-à-dire une cellule de régularisation. Donc l'administration est en train de traiter tous ces dossiers, il y en a eu plusieurs dizaines de milliers, avec environ 8 milliards d'euros d'avoirs déclarés et rapatriés, ou s'ils n'ont pas été rapatriés, ils sont déclarés. En revanche, on voit des contribuables recevoir un gentil courrier de l'administration fiscale aujourd'hui en disant il n'est pas trop tard pour régulariser spontanément, vous bénéficierez peut-être des majorations inférieures, pas 80%, mais 40%. Et ces courriers sont en fait issus de l'échange automatique d'informations bancaires. Une banque qui communique à l'administration, vous avez vu tel citoyen possède des avoirs dans telle banque, ou au contraire un portefeuille titre en gestion chez nous. Donc faites très attention, n'hésitez pas à déclarer vos comptes à l'étranger. Ou aller aux États-Unis. Est-ce que d'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour messieurs, moi j'aurais une question, c'est est-ce que vous pensez que pour lutter contre la fraude fiscale, il ne faudrait pas une réponse pénale forte? On revient sur... c'est-à-dire... Les citoyens, l'opinion publique ne supportent plus qu'il y ait de la fraude fiscale, encore plus maintenant. Et la réponse politique qui a été apportée, et notamment c'est ce que je parlais avec la Convention judiciaire d'intérêt public, c'est-à-dire que la réponse, c'est la possibilité de négocier pour la personne qui a fraudé, enfin une grande entreprise qui a fraudé le fisc. Donc on est dans un mouvement qui est l'inverse de ce que vous dites, c'est-à-dire que l'opinion publique voudrait plus stigmatiser la personne, l'entreprise, l'entité, une réponse pénale plus forte, des sanctions plus fortes, sauf qu'à côté, vous avez une réglementation qui va aller sur le pragmatisme et qui va dire en fait, c'est pas si grave que ça, on va pouvoir négocier parce que c'est des montants importants, on veut vite récupérer de l'argent, on veut pas aller dans un procès fastidieux, etc. Et on en revient encore au problème de perception qui est entre, comme je vous expliquais tout à l'heure, entre celui qui va donc voler une voiture et celui qui va frauder pour plusieurs millions. Alors sur les sanctions pénales fortes, il en existe. Les amendes ne sont pas forcément élevées. Enfin, elles le sont, mais pour des personnes qui ont les moyens de réaliser de l'évasion fiscale, elles ne sont pas si élevées que ça. En revanche, par exemple, j'imagine vous parlez de la peine de prison. Ça peut dissuader, mais il reste tout l'enjeu actuel, les places de prison, le coût. Alors on pourrait leur faire supporter le coût, c'est pas un problème, mais les places de prison, la gestion de ces personnes qui ont fait quelques clics de souris pour déplacer des avoirs et les mettre en prison. J'ai l'impression qu'on préfère réserver les places de prison pour d'autres crimes, notamment les atteintes à personne, plutôt que des déplacements d'avoirs comme ça.
Bonjour, je suis une simple citoyenne et votre discours m'effare en fait. D'abord parce que je trouve que on voit pas bien nous ce qu'on peut faire et moi j'aimerais savoir ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Et quand vous dites que on met pas en prison des gens qui ont fait 2 clics parce que finalement ils font pas d'atteinte à des hommes, moi je pense qu'au contraire tout ça, ça nous mène dans le mur. Enfin c'est un peu ce qui me semble, que ce soit par rapport à l'enjeu climatique, que ce soit par rapport à l'enjeu migratoire dont on a parlé juste avant. Et il y a un cynisme dans tout ça qui me révolte, tout simplement. Donc j'aimerais avoir une réponse là-dessus. Il y a en effet certainement une part de cynisme. Mais encore une fois, il faut financer tout ça. Aujourd'hui, l'État français recherche des liquidités, du financement. On le voit bien avec les mouvements actuels sociaux. Je veux bien, avec plaisir, mettre quelqu'un en prison pour avoir dissimulé des avoirs et ne pas avoir participé au financement de l'économie française. Avec plaisir. Mais c'est au niveau plutôt citoyen, en effet politique, de mener cette action. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner concrètement dans vos actions de tous les jours pour remédier à cela. C'est toute en fait, c'est tout le problème de ce qu'on appelle la criminalité en col blanc. C'est-à-dire que, comme disait Antoine, les atteintes aux biens, aux personnes, de toute façon, vous n'avez qu'à juste regarder les informations. Quelqu'un qui va faire des atteintes aux biens à des personnes va plus facilement faire les grands titres que quelqu'un qui va frauder le fisc, parce qu'on arrive dans des représentations, notamment sur des enjeux assez techniques, parfois à dessein, c'est-à-dire on va essayer de dire aux gens que c'est technique, donc ne faut pas chercher à comprendre. Alors parfois c'est relativement simple, il faut juste se poser et expliquer les choses. Et quand vous prenez sur plusieurs années toute cette criminalité en col blanc, personne pratiquement qui va en prison sur ce genre de délit, enfin physiquement en prison, je veux dire. C'est tout le poids, on va dire, dans quelle société est-ce que quels sont les mots principaux? Est-ce qu'on estime que la criminalité en col blanc doit être punie aussi sévèrement que la criminalité de droit commun? Des sociétés ont fait des choix différents, c'est-à-dire qu'en France, les gens ne vont pas en prison pour ces choses-là. Par contre, si vous allez aux États-Unis, la criminalité en col blanc, là, vous pouvez prendre des peines très élevées. Si vous connaissez le scandale d'Enron, où il y a eu donc des fraudes très importantes, là, il y a eu des peines de prison. Vous avez le cas de Madoff, vous avez des cas quand même importants, où là, on tape assez fortement. Mais encore une fois, c'est un choix de société. Les Américains tapent très fort sur la criminalité en col blanc, dès lors qu'elle est avérée. Nous, ici en France, la stratégie est assez différente. Elle est à déplorer ou pas. En tout cas, c'est un enjeu politique qui a décidé parmi l'opinion. Et encore, aux États-Unis, lors de la crise des subprimes, il n'y a qu'une seule personne qui a fait 1 an de prison, et qui était une personne du Crédit Suisse. Mais tous les autres responsables n'ont pas fait de prison. L'enjeu aussi, certainement, c'est l'élément matériel de l'infraction. Lorsque vous portez atteinte à une personne ou à un bien, vous avez vraiment l'élément concret. En cas de blanchiment, de fraude fiscale ou tout simplement de fraude fiscale, l'élément matériel est un peu plus technique, compliqué à déceler, d'autant plus que c'est un environnement juridique, déjà en droit interne, complexe, mais avec tous les enjeux internationaux et toutes les conventions signées, qui est vraiment technique et compliqué. Donc, je pense qu'aujourd'hui en France, la situation, la limite, est vraiment basée sur cet élément matériel qui est plus difficile à cerner et à qualifier de façon certaine pour sanctionner la personne, le fraudeur. Oui, monsieur, juste en haut. Bonjour. Bonjour. Y a-t-il une liste accessible des gens qui ont bénéficié des transactions amiables? Enfin, est-ce qu'il y a un name and shame qui est disponible sur les gens puisqu'on ne les met pas en prison, mais au moins, est-ce qu'on peut les dénoncer? Est-ce que c'est accessible?
Alors sur tous les avoirs régularisés, il n'y a pas de name and shame. En revanche, récemment, il y a eu un projet de loi ou une loi qui a été votée, je ne sais pas à quel stade ça en est, mais il y a en effet, il me semble que si, en septembre, un name and shame de prévu. Bon, quelle sera la sanction aujourd'hui? Là, je regarde la salle. Il n'y a que des ordinateurs Apple. Dans nos poches, on a tous des iPhones. Si on name and shame en disant ah, Apple, c'est pas bien, tu as payé 1%, on va tous quand même aller à l'Apple Store et acheter un Mac parce que ça marche, ça ne bug pas. Et donc, peut-être il y aura un impact au niveau du name and shame, un impact au niveau local, peut-être pour les petites entreprises, pour les PME qui ont un réel impact dans leur localité. Quelqu'un un entrepreneur qui réussit, qui peut-être installe des cuisines, je dis n'importe quoi. Là, le name and shame pourra avoir un impact, mais ce ne sont pas des enjeux au niveau des GAFA. Bon, vous donnez l'exemple pour Apple, mais typiquement, moi, je suis équipé en Apple, c'est fini. J'achèterai plus jamais un Apple. Donc non, ça marche. Ah bah bravo. Bah voilà. Vous êtes plus fort que le marketing, bravo. Bah oui, non, mais je pense que ça passe par être consommateur. Enfin, faut être conséquent. C'est une action citoyenne qui aujourd'hui a tendance à ressurgir. Et d'ailleurs, on le voit dans la loi Pacte qui a été en discussion à l'Assemblée nationale cette nuit. Même au sein des statuts d'une entreprise, l'objet social peut avoir un objet environnemental et fiscal. En disant cette entreprise n'aura pas pour objet de faire de l'évasion, c'est un peu ridicule, mais au contraire de soutenir tels enjeux environnementaux. C'est-à-dire qu'on est en train d'intégrer au sein même de l'entreprise qui, à la base, l'objet d'une entreprise est de créer du bénéfice, d'autres aspects tels qu'environnement et fiscaux. Et puis normalement, sur les quelques dernières semaines, fin 2018, le ministre Darmanin a annoncé qu'il devait y avoir un projet donc, de name and shame, sauf qu'on arrive encore une fois à certaines limites, c'est-à-dire que déjà, on en aura les premières conséquences dans plusieurs mois parce qu'il faut attendre une décision de justice. Il faut aller donc au bout de tout un processus judiciaire qui va être très long pour qu'à la fin, on puisse faire le name and shame. Et encore une fois, si la société, par exemple, a négocié pour ne pas être reconnue coupable ou enfin ne pas passer par la case procès, elle ne passera pas par la case name and shame non plus. Et quand on voit la différence entre HSBC et UBS sur les pénalités, maintenant tout le monde va négocier directement, comme ça se fait actuellement aux États-Unis où tout le monde négocie et personne passe par la case procès. D'autant plus que le name and shame suppose en effet une condamnation, puisque si vous vous amusez à vous-même à condamner quelqu'un, c'est un risque de diffamation et vous risquez personnellement d'y perdre. Une autre question? Oui, madame là-bas. Oui, dans son livre, Gabriel Zucman, La richesse cachée des nations, il propose, pour savoir qui possède quoi, de créer une sorte de cadastre pour les actions, je crois, et je veux savoir, c'en est où? Alors ça, c'est une proposition... moi, je trouve que dans son livre, les propositions d'action qu'il propose sont parfaites, sauf qu'il faut qu'elles soient portées politiquement. Ce cadastre mondial, ce serait une solution... ça serait une solution parfaite. C'est comme le reporting pays par pays. Si vous avez une transparence sur les avoirs de tout le monde, il y aura forcément une action. Sauf que déjà, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des registres, ne serait-ce qu'au niveau européen. Donc un cadastre mondial, ça va être difficile. De la même façon que Gabriel Zucman propose aussi des solutions qui pourraient être assez radicales et qui ont son sens. C'est-à-dire, il observe, par exemple, le Luxembourg ou la Suisse, les échanges économiques qu'il y a vis-à-vis de la France et de l'Allemagne. Il suffit que la France, l'Allemagne, peut-être et 2-3 autres pays fassent un espèce de blocus sur la Suisse, ça sera la Suisse qui sera perdant. C'est la Suisse qui dépend des échanges vis-à-vis de la France et de l'Allemagne, et non pas l'inverse. Donc ce serait un espèce d'embargo, et politiquement, ce serait une sanction très forte, mais on n'aurait rien à y perdre. Mais là, on est dans des enjeux de géopolitique, de rivalité de pouvoir, où la France et l'Allemagne n'ont pas intérêt à imposer ce blocus. Mais quand vous regardez sur le papier les rapports de force, la Suisse ou le Luxembourg, ça ne représente rien face aux puissances politiques que peuvent être la France ou l'Allemagne, par exemple. Mais après, la France et l'Allemagne ont des intérêts à ne pas opérer ce genre de blocus. Mais
De la même façon que quand on a mis sous tutelle la Grèce, qui présentait des déficits, personne n'a mis sous tutelle les îles Caïmans, qui ont été l'origine de la crise des subprimes. Ça a été les îles Caïmans. Et personne, aucun État, aucune puissance n'est arrivé pour mettre sous tutelle les îles Caïmans. Les îles Caïmans, c'est quelques milliers de personnes. Le poids géopolitique est complètement nul. Ça n'embêterait personne de faire un blocus sur les îles Caïmans. Ça ne remettrait pas en cause les grands équilibres géopolitiques mondiaux, sauf que si on ne le fait pas, c'est que ces puissances-là utilisent ce système via notamment les Caïmans et ne souhaitent pas faire ce genre de blocus. Donc les solutions existent, après c'est une histoire de volonté politique. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question qui rejoint un petit peu l'indignation peut-être de la dame qui est intervenue avant. Je me pose une question simple. L'État français, si on reste sur l'État français, a un problème de liquidité et c'est un des arguments qu'il justifie pour des politiques d'austérité, etc. Et du coup, je me demandais dans ce combat, qu'est-ce qu'il a à gagner ou à perdre, puisque finalement, normalement, plus il y a condamnation, plus il y a de liquidité qui rentre, plus il pourrait servir à un modèle social qu'il ne veut peut-être pas défendre, mais c'est donc ma question. Quel est le choix de société et quelle est l'imbrication possible entre les hommes politiques et leurs choix, et donc les lobbies, et ce qui se passe au niveau de la législation, puisque j'ai l'impression, quelque part, ou alors il faudrait être plus clair sur ce qu'on a à gagner et à perdre, et sur le modèle de société voulu par les dirigeants. Sur plus de condamnation égale plus de rentrée d'argent, c'est pas forcément la réalité, puisqu'un procès coûte cher, nécessite de mobiliser une équipe, alors que ce soit au pénal par le parquet ou au fiscal par l'administration fiscale. Pendant que ces personnes s'occupent d'un dossier, quels que soient les enjeux, ils ne s'occupent pas d'autres personnes. Donc plus de condamnation avec le coût lié aux institutions qui sont déjà surmenées avec des délais de 2 ans pour avoir un jugement, ne serait-ce qu'en première instance. C'est pas aussi simple que ça. En revanche, c'est d'où l'idée aussi de la transaction, c'est de permettre de favoriser à l'américaine un peu plus de fluidité et de dire attention, vous risquez tant, on transige, et comme ça les liquidités rentrent directement, et puis l'équipe derrière chargée de mener son enquête est disponible pour gérer d'autres affaires. Monsieur ? Oui, j'ai une remarque et une question. Première remarque, c'est effectivement, on comprend très bien le côté pratique de négocier pour faire rentrer de l'argent plus vite et puis on passe à autre chose. Sauf que ça occulte complètement l'aspect exemplarité, ce qui fait énerver les citoyens. Ça, c'est ma remarque. Et j'ai une question. Dans les exemples tout à l'heure, vous faisiez un comparatif entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, on peut effectivement se prendre facilement 120 ans de prison. En France, ça va être 6 mois avec sursis. Et ma question est la suivante, c'est qu'en est-il des autres pays de l'Union européenne ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont alignés sur la France, je veux dire dans le mode de fonctionnement, ou bien est-ce qu'il y en a qui sont plus sévères, qui mettent des gens en prison, pour être clair ? Mauvaise question ? Non, c'est que ouais, sur les aspects, c'est vrai que sur les aspects typiquement légaux, système judiciaire des différents pays, moi j'analyse plutôt les rapports de force. C'est vrai que, à ma connaissance, de toute façon, quand je regarde, je n'ai pas connaissance de grosses sanctions de personnes qui vont en prison en Europe. Il y a une affaire, par exemple, à suivre, qui est très intéressante. En Europe, pas en France. Au Danemark, actuellement, l'affaire est toujours en cours, donc on ne sait pas où ça va aboutir. Il y a la banque Danske Bank qui est soupçonnée d'avoir blanchi pour environ 200 milliards d'euros de l'argent qui était en provenance de Russie via des filiales en Estonie. Donc là, on est vraiment en Europe, on est dans l'Union européenne. La personne responsable a démissionné, le PDG de la banque il a démissionné. Est-ce qu'il va être poursuivi ? Est-ce qu'il va être condamné ? Est-ce qu'il va aller en prison ?
L'affaire, déjà, je ne sais même pas si vous en avez entendu parler de cette affaire. On parle quand même de 200 milliards d'euros. Donc là, on repose encore la question aussi du traitement médiatique et, comme j'expliquais tout à l'heure, de la criminalité en col blanc. Quand vous parlez notamment d'États corrompus, il y a eu notamment l'index de Transparency International qui va souligner la Somalie, l'État le plus corrompu au monde. C'est un PIB de 4 milliards. Donc c'est très bien de le mettre au banc des accusés, sauf que le pays le moins corrompu au monde, ils vont vous dire que c'est le Danemark. Le Danemark, donc c'est 200 milliards sur un scandale de blanchiment. On est à peu près, donc si je calcule bien, à 50 fois le PIB de la Somalie. Donc on est encore une fois dans des représentations, et notamment sur l'image que donne la criminalité en col blanc. Et si vous-même, vous n'avez pas entendu parler de ce scandale de la Danske Bank, c'est une preuve même que vous allez plutôt retrouver des problèmes d'atteinte aux biens, d'atteinte aux personnes quand vous allez regarder les chaînes d'infos, et vous n'aurez pas le traitement médiatique sur un scandale de cette envergure, par exemple. Il va nous rester le temps pour une dernière question. S'il y en a, bien sûr. Je crois que non. Donc, merci beaucoup. C'est la fin. On peut vous applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Piolet sera en bas à la librairie pour d'autres questions. Et J'aime en débat présentera l'économiste Jacques Attali le 25 mars, ici même, à 18h30. Merci beaucoup.